je suis un peu étonné qu'on puisse se poser hors histoire. Le débat que nous avons eu tout à l'heure par rapport à la confédéralisme, fédéralisme, etc., c'est très bien de poser la question des États-Unis ou de la Suisse, mais il me semble que ce sont des pays qui, effectivement, qui vont passer par des moments de rupture interne importants, des moments de douleur importants. Après tout, l'Europe a connu une guerre civile à l'échelle européenne 2 fois de suite, bien plus grave que la Suisse ou les États-Unis, donc ça ne suffit pas. Manifestement, ça n'a pas suffi. Ça a créé l'Union européenne, in fine, mais ça n'a pas été plus loin. Alors, quand on réfléchit sur la confédération ou sur la fédération, qu'est-ce qu'on va... Effectivement, si on part du haut, on arrive à bien à imaginer peut-être des solutions organiques de type Conseil fédéral, fédération, Sénat américain ou Congrès américain. Mais toutes ces structures en bas ont des structures locales composées à l'identique. L'organisation administrative socio-économique de Californie ou de Wisconsin n'est pas différente. La taille est différente, mais les comtés sont les mêmes comtés, les shérifs sont élus, etc., etc. En Suisse, il y a des différences, mais grosso modo, les structures sont les mêmes, à peu près les mêmes. Or, nous avons dans l'Europe une diversité de structures. D'abord, il y a la monarchie et la république. Bon, déjà, il y a des pays qui sont... Est-ce qu'on va abolir la monarchie pour créer une république fédérale européenne? Est-ce qu'on va dire une république confédérale et monarchique? Voilà. Presque la moitié des pays européens à l'ancien sont des monarchies. Bon, des monarchies plus ou moins monarchiques. Déjà, si on rendait constitutionnelle la monarchie française, ce serait pareil. Et puis, nous avons des pays qui sont très centralisés, des pays qui sont très décentralisés. Comment mettre en place une structure politique uniforme avec l'Allemagne qui est très fédéraliste, la France qui est un peu moins centraliste que peut-être avant 82, ou l'Espagne qui est très territorialiste, etc., etc. Donc moi je pense que il faut qu'on soit conscient qu'on ne va pas balayer l'histoire européenne. On ne va pas balayer, à moins qu'il y ait une 3e guerre mondiale, j'espère que non, et tout ça soit balayé, on le constitue quelque chose à partir d'une tabula rasa, mais le tabula rasa c'est une énorme catastrophe humaine en même temps, souvent. Donc il faut qu'on conçoit quelque chose sur la base de cette diversité organisationnelle, diversité culturelle, diversité linguistique. Là aussi, sur la diversité linguistique, Catherine tout à l'heure a souligné, moi je pense personnellement, la chose qui est le plus difficile, encore aujourd'hui, pour faire quelque chose qui se constitue par le bas. Moi j'ai travaillé au CES, la Confédération européenne des syndicats. Effectivement, la Confédération européenne des syndicats ne pouvait participer qu'une toute petite élite syndicale capable de parler anglais. Donc c'était les Scandinaves et les Britanniques qui dominaient. Et encore un peu les Italiens. Les Français, les Espagnols, les Allemands participaient pas mal, mais c'était pas naturel. On n'arrive pas à constituer cette mouvement de base sur la base de personnes qui ne se comprennent pas. Je ne comprends pas comment on peut faire sans que les gens puissent se comprendre et communiquer. Peut-être dans l'avenir, nous allons avoir, sans perdre les langues, nous allons avoir des intermédiaires de traduction automatique qui vont peut-être résoudre ce problème. Peut-être. On n'est pas loin. On n'est pas loin de cela. Mais quitte à ce que dans ce cas-là, à l'Europe, on pourrait concevoir, justement par rapport à la recherche et développement, pourquoi ce n'est pas l'Europe qui met en place beaucoup plus de recherche et développement
Par exemple, sur les structures de traduction perfectionnées pour résoudre ce problème qui est un problème vital pour l'Europe, autant que la défense européenne. Et puis, dernière chose, c'est quelle est la configuration de l'Europe? Bon, les Britanniques vont sortir probablement. Est-ce qu'on va considérer que les Roumains, les Hongrois vont être au même titre que les Espagnols et les Français ou les Allemands, au même titre que membres de cette Union européenne dans l'avenir? À partir du moment où c'est des droits acquis, comment retirer les droits? Là aussi, nous sommes devant une situation où 27 pays, effectivement, il y a des différentes configurations, etc., mais quand même, politiquement parlant, comment vous pouvez concevoir aujourd'hui, à moins que, comme la Grande-Bretagne, des pays veulent quitter l'Europe, pourquoi pas, ça va arriver, comment vous pouvez concevoir une Europe politique où l'Europe va exclure une partie de ses membres? Comment on fait ça? Je peux peut-être dire un mot sur le dernier point.